Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers amis et frères du salon. Bonsoir, c'est votre frère Mohamed Varul Bellal qui vous parle. J'entre dans le vif du sujet pour gagner du temps. Une analyse claire des problèmes en discussion dans le salon et en Mauritanie nécessite d'avoir une vision large qui va au-delà de nos frontières pour embrasser l'ensemble géopolitique qui nous entoure. Il me semble erroné de vouloir comprendre, analyser ou traiter les problèmes de la Mauritanie, notamment en termes de relations entre les communautés et l'État, sans parler du Sahel, qui a forgé, façonné, formé ou déformé selon l'analyse que chacun fait, l'État mauritanien à la fin des années 50. En effet, de par son interaction avec la région du Sahel, notre pays ne peut manquer son lot de conflictualité, d'instabilité, d'ethnicité et de problèmes d'identité irrésolus qui sont l'étiquette, la griffe, la marque déposée de cette région. Ici donc, l'histoire doit être convoquée pour comprendre les événements et cerner ce qu'ils comportent de rupture et de relative continuité avec le passé précolonial, colonial et postcolonial, dont la saisie est essentielle à une intelligence des situations d'instabilité chez nous. Avant la colonisation, nous avons convenu que la pluralité ethnique et linguistique en Mauritanie n'a jamais posé problème. Au contraire, la diversité chez nous a toujours servi de rempart contre l'adversité. Des pactes et des alliances de paix, de solidarité et de défense mutuelle ont scellé l'unité de notre peuple. Ainsi, par exemple, le Trarza était allié au Wallo, alliance symbolisée par un acte fort, celui du mariage à Dagana de l'émir Mohamed Habib avec la reine Djambet Mbodj. L'État du Barakna était allié au Taureau, Oulad Seyid avec les Mamli et les Seydi Khan, Oulad Narmash avec les Seydi Wan. Pour la petite histoire, mon frère et ami, le président Amadou Mokhtar Sarr, porte le nom de Mokhtar Ould Ahmayada, un très grand chef guerrier du Barakna. Les Idjidjiba sont liés par des accords de paix et d'amitié avec les Halayb. Au Gorgol, les tribus Oulad Ali Ben Abdallah, Lemtoun, l'Itam, étaient fortement alliés aux Boussayabé et aux Peul depuis la Gaïlate jusqu'au Gorgol bleu. En Assaba et au Guidimaka, les Idouaï Shratit et les El Sidi Mahmoud, les Sharva avaient des alliances très fortes avec les Peul depuis Mbout jusqu'au Karakoro. En face, il y avait l'alliance solide Tajoun-Soninké. Il m'a été donné moi-même de visiter Ouad el-Garve et de voir en tant que préfet de Seribabi et de voir les cimetières à proximité du village Soninké de Oudumboni. Ce que j'ai vu est extraordinaire. Les tombes des Tajoun se mêlent aux tombes des Soninké d'un côté, celles des Shratis sont alignées avec les Peul de l'autre. Mon ami Cheikh Khatou et frère est enfin connaisseur du pays, pourra me corriger ou compléter le cas échéant. D'autres pactes et alliances ont certainement existé tout au long de cet espace allant jusqu'au-delà de couches dans le Haut Sharqi. À cela s'ajoutent les multiples liens scellés par les confréries, les mahadara, en particulier les écoles de Falah de Feu Haj Mahmoud Ba. Je note aussi la mobilisation sans précédent des tribus arabes sous la bannière de l'imam El-Hajj Omar dans sa guerre de résistance, ainsi que l'intégration par milliers de nos frères du Sud dans l'épopée des Almoravides. Et plus récemment encore, l'engagement de nos forces armées de sécurité dans la guerre du Sahara, peu importe le jugement que l'on peut porter sur la guerre elle-même. C'est dire donc que dans la mémoire, il y a de bonnes choses. Il y a de très bonnes choses dans la mémoire qu'il faut raviver, dont il faut parler, qu'il faut éveiller, qu'il faut susciter, afin d'éviter l'oubli. Excusez-moi. Bref, l'évolution endogène de la société mauritanienne n'a jamais souffert de la diversité raciale, ethnique ou culturelle. Nous sommes allés même plus loin et plus haut que la tribu et les villages. Sur le chemin de la construction d'un État centralisé, nous avons bâti des émirats et des émimats. Et des imamats avec comme seule langue écrite l'arabe et comme seule juridiction la charia islamique. Nous allions directement vers l'unification du pays et la création d'un État central à travers les négociations, les tractations, les alliances ou les guerres entre les émirats. Mais notre évolution a été freinée par des facteurs exogènes.
L'invasion coloniale est intervenue, mettant fin à toute velléité d'édification d'un État national centralisé. Ici, les contingences historiques ont donné à la colonisation des traits spécifiques qui ont pesé et pèsent encore lourdement dans notre destin et donc celui de nos communautés. Le trait le plus important est qu'elle soit venue du sud vers le nord, faisant du sud sédentarisé, pacifié, prolongement naturel de ces colonies en Afrique subsaharienne et économiquement utile, le centre de gravité de l'État, son cœur battant. On me dira que ce fut le cas dans toute la bande du Sahel allant du Sénégal jusqu'au Soudan, en passant par nous, le Mali, le Niger et le Tchad. C'est vrai, mais dans ces pays relevant de la France, les communautés nomades qui ont été amalgamées à partir du sud sont toutes minoritaires. Au Soudan, la colonisation est venue d'Égypte, donc du nord, renforçant le nord au détriment du sud. Ce qui veut dire que le cas de la Mauritanie est spécifique. Ici, les populations du sud sont minoritaires, contrairement à tous les autres pays de la région. Ce qui a conduit à une étrange situation où la majorité arabe a dû lutter pendant des décennies pour avoir droit de cité. D'ailleurs, assez tôt, la présence française s'est manifestée différemment chez les minorités nationales et chez la majorité arabe, dans le but évident d'empêcher toute possibilité de cohésion. Dès 60 et plus ouvertement depuis 66, les jeunes arabes et arabophones ont manifesté, lutté, écrit des graffitis, badigeonné les murs en pleine nuit, diffusé des tracts dans la clandestinité pour dire nous sommes arabes, officialiser l'arabe, la Mauritanie est arabe. Cette jeunesse-là a elle aussi enduré toutes sortes de privations, de répression, de marginalisation. Pour certains, c'est le comble du ridicule de voir la majorité d'un peuple lutter et se sacrifier pour faire entendre sa voix et se faire accepter. Pour d'autres, c'est du séparatisme ou du chauvinisme. De son temps, le président Mokhtar sortit l'idée de Mauritanie trait d'union comme premier pas vers le rééquilibrage politique. Puis il intégra la Ligue des États arabes tout en conservant des relations certes très amoindries, mais existant quand même avec l'Ouest africain. À son départ en 1978, la moitié du chemin, voire plus, les 3/4 du chemin vers l'arabisme de la Mauritanie était franchi avec l'Ouguiya, le port, l'aéroport, la route de l'espoir, la SNIM, la poste, le bilinguisme bien avancé, etc. Après lui, la Mauritanie, meurtrie par la guerre du Sahara, affaiblie et désunie, entre dans une zone de turbulence et d'instabilité sans précédent. Ballottée de crise en crise, elle connaît en l'espace de 6 ans, 78 à 84, s'il vous plaît, 4 chefs d'État et 2 premiers ministres chefs de gouvernement. Preuve que l'État recule. Et quand l'État recule, les mouvements contestataires avancent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Au cours des dernières décennies, des crises graves, meurtrières et sanglantes ont éclaté chez nous, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Ces crimes ont atteint une magnitude sur l'échelle des souffrances jamais atteintes dans le pays. Ils ont engendré des plaies à cicatriser, des mémoires blessées à soulager et des torts à redresser. C'est vrai, il faut le dire tout haut et fort. C'est d'ailleurs l'une des rares questions autour desquelles l'unanimité des Mauritaniens doit être acquise. Les amis qui m'ont précédé ont présenté des exposés complets à ce sujet et vous en avez suffisamment discuté. Je vais donc passer directement, si vous me le permettez, aux leçons que l'on peut en tirer et faire quelques suggestions. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille parier sur l'ordre international ou régional, les ONG des droits de l'homme, les manifestations à l'étranger, ni même les troubles et actes de subversion dans les rues qui pourraient nuire à leurs auteurs beaucoup plus qu'ils ne serviraient à déstabiliser le pouvoir. Le vrai pari,
sera gagné par celui qui fait preuve de maturité et de pragmatisme, accepte les institutions, constitue des dossiers solides, convaincants, probants, accumule les preuves, réclame des réparations, intente des procès, contracte des alliances fructueuses, gagne une élection. Nous sommes tous embarqués sur la même barque. À défaut d'être unis par un destin commun, nous sommes unis par un péril commun, celui d'une destruction mutuelle. Mes chers frères et amis du salon, nous avons commis des erreurs. La Mauritanie, tous les Mauritaniens ont commis des erreurs et des fautes qui ont conduit notre pays, à subir des pertes graves. La Mauritanie a perdu des hommes, des énergies, du temps et de l'argent. Elle a perdu de son aura et de sa belle renommée. Son image est désormais entachée. Sa force symbolique de terre d'islam, de paix et de concorde est entamée. La société est en lambeaux, épiécée en 1000 morceaux, et même les morceaux sont morcelés en morcellement divers. Et aujourd'hui encore, certains continuent de prêcher la descente aux enfers. Il est temps d'arrêter et d'aller aux choses sérieuses. Je ne saurais me positionner en donneur de leçons. Qui suis-je, un vieux à la retraite, sans parti, sans base. Mais me référant à l'âge, je me permettrai de suggérer quelques pistes. Je suggère, premièrement, de combler les déficits en matière d'appropriation des valeurs universelles de démocratie et de modernité par une réhabilitation de nos valeurs ancestrales arabes et africaines, inspirées de l'islam juste, tolérant, égalitaire, invitant à moins d'individualisme, plus de solidarité, de respect mutuel et de cohésion sociale. Le retour au travail communautaire, au mérite, au respect des personnes âgées, à l'arbre à palabre, à l'échange des dons, des visites à l'occasion des fêtes, des retours de voyage, des condoléances, des nominations, etc. J'invite les membres du salon à commencer tout de suite par donner l'exemple. Il y a inondé les réseaux sociaux, Facebook, les sites Internet, de photos, d'images de nous-mêmes, ensemble, nous rendant visite les uns aux autres afin d'entraîner la foule après nous. 2. Mettre en place un cadre de dialogue et de concertation destiné à être une sorte de think tank pour discuter, échanger, confronter les idées, analyser, donner des éclairages, faire des études de prospective comme nous le faisons en ce moment. Organiser des symposiums, des journées de débat sur les grandes questions d'intérêt national. Mettre à contribution des bureaux d'études existants pour créer un laboratoire d'idées et une banque de données au service de la société et de l'État. Au besoin, il faudra penser à des subsides de financement à ce cadre de dialogue et de concertation. Je serai l'un des participants. 3. Faire immédiatement un état des lieux. Un état des lieux objectif et systématique, faisant un bilan exhaustif des questions des droits de l'homme en suspens. Ce bilan doit être apolitique, crédible et neutre. Quelles mesures ont été prises par l'État? Quelle application elles ont eues? Quels résultats elles ont donnés? Que reste-t-il à faire? Quelles suggestions pour le faire? Voilà des questions utiles. Tout doit être conduit de manière à répondre à ces questions dans un document état des lieux, conduit sans heurter les consciences, ni raviver les plaies, le but étant la réparation et le redressement des torts. À ce niveau-là, je fais 2 remarques simples. Il faut écouter tout le monde. Toute personne ou groupe de personnes victimes d'injustice doit être entendue et appuyée. Il n'y a pas d'échelle de Richter en matière de crime.
من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. Ce qu'il faut observer, c'est l'ordre des priorités en fonction des lieux et du moment et de l'impact social. Et toutes les vies humaines s'équivalent. Ce qu'il faut observer, c'est l'ordre des priorités dans ce que nous allons faire en fonction des lieux, du moment et de l'impact sociopolitique et économique. Ma deuxième remarque a trait aux événements de 89 et 90-91. Au sujet de 89, son Excellence Cheikh Ahmed El-Zahaf a tout dit. Personnellement, en tant qu'ancien ambassadeur à Dakar et donc partie prenante au dossier, je souhaite ne rien dire. J'ai prié Allah de pardonner mes insuffisances. J'espère pouvoir entendre un jour 1, 2, 3 ou 4 anciens réfugiés porter témoignage. S'agissant des événements dans les casernes en 90-91, ici, je recommande le tact, la souplesse et l'humanisme, beaucoup plus qu'ailleurs. Tact, souplesse et humanisme, c'est-à-dire apolitisme total. Partout dans le monde, les casernes sont des casernes, avec leurs propres inepties et calamités. Ce sont souvent des zones de non-droit ou des zones obscures, de toute manière. Aucune armée au monde n'acceptera d'ouvrir ses casernes pour un travail d'enquête. Et aucune personne censée ne le lui demandera, autrement que dans le cadre des surenchères politiques qui sont généralement de bonne guerre et qui ne fâchent personne, mais qui ne sont pas productives. Ce qu'il faut ici, c'est de travailler avec l'armée et un groupe d'avocats pour faire aboutir nos démarches. Mais avant tout, faisons un état des lieux. Personnellement, et je connais bon nombre de gens comme moi qui veulent savoir. Les uns et les autres n'étaient pas assujettis aux mêmes impôts. C'est grave. Nos frères du Sud payaient un impôt de capitation, comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, tandis que les Arabes payaient un impôt sur le bétail. Idem pour l'enseignement. Deux écoles différentes. École nomade chez les Arabes, une expérience, je crois, utilisée pour servir dans le sud algérien ou dans les marécages d'Indochine. Aussi d'une école moderne. J'ai eu, moi, l'occasion de faire l'école nomade à Maktal et de terminer mes études primaires à Sidi Babi dans l'école moderne. Et j'ai pu mesurer la différence qu'il y a entre les deux écoles et les deux systèmes d'enseignement. Idem pour les services militaires classiques. Nous n'étions pas égaux devant le système militaire, devant le service militaire. Au sud, nos frères étaient astreints dans les mêmes conditions, les mêmes critères, règlements uniformes qu'en Afrique de l'Ouest, tandis que chez les Arabes, l'engagement dans les groupes nomades goumiers était volontaire et libre. Cette politique de destruction massive touchait également l'administration publique. Celle-ci était militaire au nord, civile au sud. Au nord, Fort Goro, Fort Trenke, armée de la communauté Attar, etc. Au sud, une administration véritable. J'allais même dire moderne. En tout cas, une administration publique respectable. Ainsi, pour donner forme à cette politique de dénaturation sociale et de négation des Arabes, il faut le dire, l'administration est même allée jusqu'à interdire le port de la dara'a, du boubou, au travail et dans les cérémonies officielles. Eh oui, acculturation oblige, la tenue officielle était décrétée chemise blanche avec un pantalon noir qu'on appelait l'estombé.
Plus tard, avec l'indépendance et dans le cadre des politiques dites d'exigence culturelle adoptées par le président Mokhtar, soutenu par Youssef Kouita, président de l'Assemblée nationale, la Dara'a a été réhabilitée à l'Assemblée nationale avec toutefois l'obligation de porter en dessous la Fouqiyya. Tout cela pour dire à quel point nous venons de loin et à quel point les mémoires blessées existent. La colonisation française a institué des fractures et des barrières sociales entre nos communautés, généralement au détriment des populations arabes, nommées avec beaucoup de légèreté berbères ou arabo-berbères. Plus que cela, l'État lui-même est né sur un territoire étranger, avec comme capitale Saint-Louis du Sénégal. Il est né d'une opération césarienne de mère sénégalaise, adoptée par la France, refusée par son père arabe, tant il est vrai que la majorité est arabe. C'est cet art originel, Marad al-Khliga, comme disent les Bédouins, c'est cet art originel que l'État a traîné jusqu'ici contre vents et marées, pour citer le président Mokhtar. De ce fait, la vallée et les zones adjacentes de la Chemama, prises dans son sens large, d'ici ne veut pas dire forcément Polar ou Soninké, moi-même je suis du sud de la Chemama, ont pris une sérieuse avance par rapport aux autres communautés occupant un rôle prépondérant dans l'encadrement de l'État naissant, en l'absence quasi totale des populations nomades arabes et peuls. Avec l'indépendance, rien de vraiment sérieux ne pouvait être fait. En tout cas, dans l'immédiat. Tout était à faire ou à refaire. Les pères de l'indépendance ont hérité un avatar d'État entièrement intégré à la vallée, tourné vers la vallée, sa capitale est à Saint-Louis et tous les services publics, poste, port, aéroport, trésor, douane, baccalauréat, travaux publics, hydraulique, eaux et forêts, tous les services étaient communs, basés au Sénégal et gérés au Sénégal. Le plus urgent était de créer sa propre capitale, de mettre en place un embryon d'administration et de se mettre au travail. La destination était donc Nouakchott. Il fut donné au cadre administratif de Saint-Louis le choix, soit de rester au Sénégal, soit d'aller à Nouakchott. Certains acceptèrent de venir, formant l'ossature de ce qui va être l'administration mauritanienne sur place. D'autres ont récusé la demande et choisi le Sénégal. Le déliement avec Dakar ne sera achevé que vers la fin de 63-64. Ce qu'il fera dire au président Mokhtar dans ses mémoires, je ne sais pas si vous les avez lus, non sans fierté, la Mauritanie n'est plus une colonie française ni une circonscription administrative sénégalaise. Depuis lors, les difficultés n'ont cessé de s'accumuler, avec comme toile de fond un problème d'identité irrésolu. Ce n'est pas du racisme ou ce n'est pas la peine, ce n'est pas un problème intercommunautaire. C'est un problème d'identité d'État irrésolu, appelé parfois question nationale, parfois question culturelle, par euphémisme, parfois question des langues. Les populations arabes et arabophones, de manière générale, hier confinées dans leur bédouinité tranquille, ont pris d'assaut les villes, revendiquant la langue, l'emploi, la participation, l'identité arabe pleine et entière, faisant valoir leur majorité dans le pays, la suprématie de leur langue, et sont passés de langue écrite commune à tous avant la colonisation. Mais avant cela, et dans le respect des mémoires blessées, je tiens quand même à préciser qu'en profondeur, ce n'est pas la diversité ethnique qui détermine d'emblée la répression contre tel ou tel mouvement sur la scène politique. La répression s'attache plutôt au rapport historique que les mouvements entretiennent, la répression ou non, je veux dire, s'attache plutôt au rapport historique que les mouvements entretiennent avec le pouvoir vis-à-vis de leurs propres projets politiques, vis-à-vis des moyens de vie et de promotion. C'est pourquoi ce sont tantôt les gauchisants qui sont visés, tantôt les panarabes, tantôt les panafricains,
Tantôt c'est une tribu, comme lors de la guerre du Sahara. Tantôt ce sont les grandes barbes, quand les soupçons pèsent sur les islamistes, etc. Ces situations changent au gré des alignements et des forces politiques. Je sais que la Mauritanie n'est plus celle que nous avions connue sous l'ère coloniale et au lendemain de l'indépendance. Plus rien ou peu ne reste de cette Mauritanie-là, née à Saint-Louis, dépendant de Dakar, totalement francophone et ouest-africaine. Aujourd'hui, nous sommes face à un pays principalement maghrébin, arabe et africain. Un véritable bouleversement géopolitique, un séisme, je dirais. Je comprends parfaitement les craintes qu'il suscite au niveau des Mauritaniens de souche non arabes et chez les francophones, toutes ethnies confondues, notamment en termes de risque d'exclusion ou d'accès inégal aux services de l'État et à l'emploi. Ces craintes se justifient pleinement, tant il est vrai que les critères de compétence et de mérite ne sont pas encore à l'honneur. Mais il y a des solutions si nous savons tirer les leçons du passé et nous tourner résolument vers l'avenir. À ce sujet, je me suis permis de m'adresser à ceux qui appuient, soutiennent et applaudissent le tremblement de terre dont je viens de parler, pour leur dire que tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. La Mauritanie est certes un pays arabe, mais elle est multiraciale, multiethnique et africaine, profondément africaine. Elle ne pourra jamais vivre son arabité toute seule au cœur du monde arabe. Elle la vivra ici, avec des communautés non arabes auxquelles elle est liée par des liens existentiels. La géographie est là, têtue et sans appel. Quel que soit notre attachement à l'identité arabe, quel que soit notre attachement aux sources, nous aurons beau construire ici Damas, Bagdad, Riyad, Tel Zatar, Arafat, Dubaï, nous ne serons jamais loin de Dakar, Kaolack, Louga, Kaï, Bamako, Abidjan et Banjul. Par ailleurs, comprenons bien que la corde sous les pieds est raide. Les minorités nationales de Mauritanie ne sont pas n'importe qui ni n'importe quoi. Ce sont des nationalités qui comptent, de par leur rôle historique dans la mise en place de l'État. Le cadre régional favorable, la répartition géographique sur toute la région ouest-africaine, le poids des colonies établies à l'étranger, l'élitisme, l'omniprésence des cadres dans les organismes internationaux, la sensibilité de l'opinion internationale aux problèmes des minorités en général et aux problèmes des minorités noires en particulier. Ajoutez à cela, et c'est le plus important, ils sont héritiers de grandes civilisations religieuses, morales, scientifiques et guerrières. C'est ça les Pulaars, Soninké et Wolof. Le poids numérique est certainement un élément important dans les rapports entre les communautés et l'État, et entre les communautés elles-mêmes, mais il ne suffit pas. D'une part parce qu'il est fluctuant, changeant, et d'autre part parce qu'il n'est pas forcément synonyme de qualité. C'est bien pourquoi l'histoire a enregistré des situations où des minorités ont joué des rôles de premier plan dans la conduite des États. Je citerai pour l'exemple le cas des Tutsis qui dirigent le Rwanda et qui sont minoritaires par rapport aux Hutus. Je citerai aussi le cas des Sunnites en Irak qui sont minoritaires par rapport aux Chiites. Mais le cadre régional dominant du sunnisme, majoritaire dans la région, épanoui, dominant au plan culturel, scientifique et technique, le rôle sunnite dans l'édification de l'État, le déclin du chiisme, tout ça a consacré la suprématie des sunnites. C'est pour dire que la conduite des affaires de l'État n'est jamais ou presque jamais tranchée de manière définitive à l'une ou l'autre des communautés dans un pays pluriel. Elle se construit, s'affirme et se mérite au fil des élections, de quinquennat en quinquennat. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ont combattu les changements de cap opérés par le pays durant ces dernières années, au prix de leur sang, leur sueur et leurs intérêts. Tous les peuples du monde ont connu des moments sombres de leur histoire.
Ils ont connu des massacres épouvantables, des crimes et des violences inouïes. Nous ne sommes pas les seuls. Mais à quelque chose, malheur est bon. Le monde a tiré les leçons des guerres et des conflits. Des leçons que nous devons mettre à profit pour notre compte. Après des éléments tragiques, vient le temps du silence, de l'intériorisation de l'amertume, l'enfouissement des douleurs, une apparence d'oubli qui n'en est pas un. En général, les acteurs de la tragédie se taisent, préférant recommencer une vie, construire une nouvelle vie, un avenir, sans se retourner. Et puis, avec le temps, les souvenirs reviennent, des paroles se font entendre. Nécessairement, après la blessure, la mémoire finit toujours par revenir. Mais de quelle manière? Elle peut revenir de manière apaisée, c'est-à-dire de bonne manière, calme, sereine, en cherchant l'apaisement et en réfléchissant aux causes qui ont conduit au drame. Mais elle peut aussi revenir de mauvaise manière, avec une mémoire de répétition, celle qui consiste à rapatrier sans cesse le passé dans le présent pour vivre avec le conflit. Cela, à mon sens, ne ferait qu'aggraver les douleurs en jouant et rejouant les prolongations sans cesse. Je ne pense pas qu'il faille agir de cette façon. Quatrièmement, la clé de voûte de tout cela réside dans l'enseignement. Il faut au plus vite aller vers un réexamen du système éducatif. À ce sujet, j'ai suggéré ici même au salon que l'arabe, comme langue officielle et langue de ciment nationale, soit enseigné à tous les niveaux d'enseignement et à tous les fils du pays. Mais son enseignement doit être accompagné d'un enseignement dans une autre langue nationale, Pulaar, Soninké ou Wolof, afin qu'à terme, tous les enfants de Mauritanie aient un minimum de bilinguisme leur permettant de communiquer, de s'aimer et de s'entendre. Ce qui suppose bien sûr que l'État s'investisse pour rendre ces langues prêtes à être enseignées le plus tôt possible. Édition d'un livre scolaire, de programmes, d'enseignants, de traducteurs, etc. En nombre suffisant. Peut-être qu'ils existent, mais il faut qu'ils existent en nombre suffisant. Continuer l'enseignement du français comme langue de travail et l'anglais comme langue d'ouverture. Au niveau des instituts qui sont rattachés à l'université, il serait utile de faire plus de place à l'espagnol et au chinois, qui sont des langues d'avenir. J'ai également suggéré que des formations accélérées au cours d'adultes soient organisées dans les ministères pour initier des agents de l'État aux langues nationales afin d'exercer leur travail avec plus d'aisance et d'efficacité. En particulier les hakim, les juges, les policiers, les agents d'état civil, les agents électoraux de la CENI seront ciblés. Cela pourra se faire sans frais avec des volontaires. Il est quand même de bon ton qu'un malade à Rabou puisse entrer chez un infirmier ou un docteur et exprimer le mal qu'il ressent dans sa langue, ou d'entrer chez un cadi ou un juge et faire entendre sa plainte pour la maîtriser dans sa langue. Enfin, mon dernier mot sera de vous remercier de votre attention en demandant votre indulgence pour les erreurs, les mots déplacés et autres incommodités de langage. Je sais que ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres. À chacun son point de vue, mais dans le respect et dans l'amour, je vous le jure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.